C'est quoi la fausse idée que la plupart des gens se font sur vous? Que je connais pas la vraie vie. J'avais prévu tout plein d'autres questions, mais avec le temps un peu serré, on les Je fera. suis trop bavarde. On les fera après. On m'avait prévenu. Un sujet qui est revenu, c'est la sécurité dans les transports. Qu'est-ce que vous avez mis concrètement en place depuis votre arrivée à la région pour renforcer la sécurité dans les transports? Transition toute trouée, vous n'êtes pas forcé de répondre. Je vous vois arriver avec vos gros sabots. Ouais. Vous avez votre candidat pour 2027. Voilà. Et donc elles sont bien élevées en plein air. Bah écoutez, venez voir vous-même. Oui, c'est des poules heureuses. Voilà. Elles ont l'air très heureuses. Est-ce que c'est possible aujourd'hui de mettre les transports en commun gratuits? Moi, ce que je trouve très pervers dans cette idée de gratuité, c'est qu'on dit finalement tout est gratuit. Mais non, en fait, c'est pas gratuit. Il y a toujours quelqu'un qui paye. Il y a toujours bien sûr. quelqu'un qui paye à la fin. Rien n'est gratuit. Pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, comment vous vous présentez? Je suis la présidente de la région Île-de-France. Alors, quand on est à l'étranger, je dis c'est comme un gouverneur. Parce que les gens connaissent les gouverneurs de province. Ils savent pas ce que c'est très bien qu'un président de région. C'est quoi votre rôle au sein de la région Île-de-France? Alors la région en France, c'est la collectivité stratège. D'accord. La région, c'est la collectivité stratège. La collectivité stratège, c'est celle qui décide de ce qu'on construit, où, qui met tous les grands réseaux, qui fait le développement économique, qui la formation, l'éducation, la recherche, l'université, la transition écologique, la ville, les transports, un petit peu de logement. Voilà. Donc on est stratège. C'est nous qui construisons. C'est un peu comme SimCity. Voilà. Et avec l'économie en plus. Très bien. Et pourquoi ce choix de parcours? Mais en fait, j'ai eu envie de devenir présidente de la région, quand j'ai commencé le plan campus, quand j'étais ministre de l'université. D'accord. Parce que quand j'étais ministre de l'université, j'ai commencé à construire des universités avec ce plan campus de 5 milliards pour rénover toutes les universités. Et je me suis rendu compte que ces grands projets, il y avait aussi le projet du Grand Paris qui me plaisait beaucoup, super métro. Et je me suis rendu compte que ça avait un pouvoir de transformation de la vie très important, de construire des belles choses aux bons endroits. Et puis bon, le sujet de l'éducation c'est ma passion. Et donc voilà, avec ces histoires de campus, j'ai commencé à aimer toute l'Île-de-France, à regarder toute l'Île-de-France. Et ça m'a donné envie de me présenter à la présidence de région. Je fais une transition parce que je suis allé regarder un petit peu sur les réseaux ce qui se dit justement sur le prix du Navigo. Ouais. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont critiques envers le prix du Navigo parce que depuis 10 ans, il a augmenté. Alors j'ai vu une interview de vous, je crois que c'était sur France Inter. Vous expliquiez que c'est subventionné par les collectivités, si je dis pas de bêtises. Alors c'est même pire que ça. Le vrai prix du Navigo mensuel, celui qu'on a aujourd'hui, son vrai prix, c'est 270 € par mois. 270 €. Et aujourd'hui, on le paye un tiers du prix, c'est-à-dire à peu près 90 €. Et donc, c'est subventionné 2 fois. C'est subventionné par les entreprises d'Île-de-France, qui payent pratiquement la moitié. Et c'est subventionné par les collectivités, donc la région, la ville de Paris, les départements. Donc, ça veut dire qu'en fait, on paye qu'un tiers. Et c'est même pire que ça, puisque 85% des gens qui ont un Navigo payent moins de 50% du prix, puisqu'ils sont soit remboursés par leur employeur, soit ils ont un pass imaginaire quand ils sont étudiants, soit ils ont un pass senior quand ils sont retraités. Donc en fait, on a 85% des gens qui ont un Navigo qui payent pas 90 €, mais qui payent moins de 45 € par mois. Alors 45 € par mois pour se déplacer tous les jours sur tous les réseaux de manière totalement illimitée, on peut pas dire que ce soit cher. Simplement, les gens oublient le remboursement employeur, parce que c'est sur leur feuille de paye. Et donc, ils pensent qu'ils payent 90 €. Ils ne payent pas 90 €. Personne, aujourd'hui, enfin 85% des abonnés ne payent pas plus de 45 €. Donc 45 €, c'est pas cher. C'est vraiment de la politique. Alors, cela dit, il augmente. Et vous avez raison. Et pourquoi il augmente? Il augmente parce que quand j'ai été voir les entreprises et le gouvernement, pour leur demander d'augmenter les impôts sur les entreprises pour payer le Navigo. Le gouvernement m'a dit, on veut bien augmenter les impôts des entreprises pour payer le Navigo, moi je suis pensionné, mais à condition que
vous acceptiez d'augmenter régulièrement le pass. Parce que ce qu'ils voulaient pas, c'était augmenter les impôts des entreprises et que je fasse la gratuité du Navigo de l'autre côté, parce que ça aurait voulu dire qu'en fait, ils me payaient ma réélection avec des impôts. Okay. Donc ça, ils ont dit, il faut que tout le monde fasse un effort. Il faut que l'effort soit juste et qu'il soit partagé. Pourquoi il faut faire un effort? Parce qu'il y a l'inflation. Bien sûr. Et tous les ans, ça augmente. Tous les prix augmentent. Donc le prix de l'énergie, la rémunération des conducteurs, la rémunération des contrôleurs, tout augmente tous les ans. Et puis, qu'est-ce qui augmente aussi tous les ans? Les matériels neufs qui arrivent, les nouvelles lignes qui ouvrent. Donc en fait, la qualité de service, elle augmente tous les ans. Mais la qualité des transports entre aujourd'hui et il y a 10 ans quand j'ai été élu, c'est plus du tout la même. Ça n'a plus rien à voir. On a eu 1600 trains neufs qui ont été installés sur les 1600 trains. Est-ce que c'est possible aujourd'hui de mettre les transports en commun gratuits? Écoutez, moi je suis une femme politique. Alors si vous me demandez si j'ai envie de vous faire un cadeau, bien sûr j'ai envie de vous faire un cadeau. Simplement, moi je suis une femme politique responsable. Mon sujet, c'est que les transports d'Île-de-France, d'ici 5 à 10 ans, ce soient les plus beaux du monde. Voilà. Et que les gens se transportent... j'allais dire le plus possible en transport en commun et dans des conditions de confort, de sécurité optimales et de ponctualité optimale. Bon, c'est ça mon objectif. C'est les meilleurs transports. Alors la question, c'est que veulent les gens? Est-ce qu'ils veulent rien payer ou est-ce qu'ils veulent les meilleurs transports du monde? Moi, j'ai fait des enquêtes. Ce que les gens me disent, ce que les Français me disent, c'est on veut les meilleurs transports du monde. Et ils disent pas on veut la gratuité. En revanche, si on mettait les transports gratuits, c'est simple. J'ai 4 milliards par an de recettes de tickets. 4 milliards par an. Ça paye, je vous l'ai dit, un tiers du fonctionnement. 12 milliards par an. Donc moi, je veux bien faire les transports gratuits, mais dites-moi, qui paye les 4 milliards? Ça, après, c'est le sujet des candidats. Oui, alors, je leur ai posé la question. Je leur ai posé la question, qui va payer? Alors, ils disent l'État. Alors, manque de peau, l'État appuie un rond, et puis l'État, il n'est pas en charge des transports, c'est la région. Alors, ils me disent la région. Manque de peau, la région, elle n'a pas d'impôts, quasiment, sauf les impôts payés par les entreprises qui payent déjà le Navigo. Et je peux pas les augmenter. Mes impôts, je peux pas les augmenter. Donc, je leur dis, je ne peux pas augmenter les impôts. Donc, je ne peux pas. Donc, ça peut pas être la région, ça peut pas être l'État. Donc, qui ça peut être? Les contribuables. Donc, si c'est pas les tickets qui payent, c'est forcément les contribuables qui vont payer. Et là, ça va gueuler. Mais qui va payer? Le francilien qui prend sa voiture et qui prend pas les transports en commun? La retraitée qui habite dans sa maison et qui fait tout à pied? Pourquoi le jeune qui a décidé de faire du vélo? Pourquoi le contribuable paierait? C'est le voyageur qui doit payer. On doit payer le service qu'on consomme. C'est juste et c'est, j'allais dire, le plus logique. Et j'ajoute que moi, ce que je trouve très pervers dans cette idée de gratuité, c'est qu'on dit finalement tout est gratuit. Mais non, en fait, c'est pas gratuit. Il y a toujours quelqu'un qui paye. Il y a toujours quelqu'un qui paye à la fin. Rien n'est gratuit. Un sujet qui est revenu, c'est la sécurité dans les transports. Qu'est-ce que vous avez mis concrètement en place depuis votre arrivée à la région pour renforcer la sécurité dans les transports? C'est un sujet que j'ai pris à bras-le-corps dès mon arrivée. On a mis déjà plus de 1000 personnes en plus. 1000 personnes en plus. Et 80 000 caméras. Quand j'ai été élu, il n'y avait pas de caméras dans les transports. Et l'opposition de gauche se moquait de moi et disait c'est les caméras Pécresse des femmes en détresse. Ça marchera pas. Personne ne veut être filmé. Personne ne veut de caméra. C'était en quelle année ça? C'était avant que je sois élu en 2015. Et donc et il disait ça marchera pas, ça sert à rien les caméras. La vérité, c'est tout le contraire. Et ils avaient raison sur les violences sexistes et sexuelles. Aujourd'hui, grâce aux caméras, on a la preuve. C'est plus parole contre parole, une femme qui arrive et qui dit j'ai été agressée, un homme qui dit mais non, elle s'est fait des idées, etc. Non, on a les photos, on a la vidéo. Donc en réalité, oui, c'est des caméras qui protègent les femmes. Oui, c'est des caméras qui permettent un taux d'élucidation dans le métro colossal. Si vous faites un acte de délinquance dans le métro, vous êtes identifié grâce aux caméras. Vous le faites dans la rue, vous n'êtes pas identifié. Donc la vérité, c'est qu'aujourd'hui, l'espace des transports est beaucoup plus sûr que la rue elle-même. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je travaille beaucoup avec les communes et avec les polices municipales maintenant, parce que il faut faire un continuum de sécurité. Parce que si la gare est vidéoprotégée et s'il y a des personnes de sécurité dans la gare, où va se commettre l'acte de délinquance? Dehors, dans la rue. Donc il faut absolument faire un continuum de sécurité avec les villes. Et à l'intérieur même des wagons, donc il y a des caméras.
Oui, maintenant, dans toutes les nouveaux trains, il y a des caméras, et dans tous les trains rénovés, il y a des caméras. Et il y a quand même des femmes qui sont importunées dans les wagons. Alors, je sais bien qu'on peut peut-être pas mettre un agent de sécurité par wagon, ça coûterait peut-être un peu d'argent. Surtout pendant les heures de pointe, je vois pas comment ils se déplaceraient, parce que vous voyez, non, la vérité, c'est qu'il y aura sans doute toujours des actes qui seront commis dans les trains. Mais ce qui est important, c'est de voir la tendance. Dans la rue, la tendance est à la montée de la violence. Dans les transports, la tendance est à la baisse de la violence. Donc, vous voyez bien que si les courbes se croisent, c'est qu'on a fait des efforts. On va continuer. Il faut mettre encore plus de présence. Nous, on va recruter encore 1000 personnes de plus pour la sécurité, et on va s'intéresser à la sécurité des bus aussi, parce que la délinquance, elle se déplace. Et si les trains sont très sécurisés, la délinquance se déplacera dans les bus. Mais vous voyez, on a fait plein de choses. Par exemple, les nouveaux trains que je commande sont BOA. Vous avez peut-être vu, il y a eu une polémique. Certaines femmes ont dit, mais pourquoi on fait pas des wagons réservés aux femmes? Dans les nouveaux trains, il n'y a plus de wagons. Tous les nouveaux trains, tous les nouveaux métros, il n'y a plus de wagons. Pourquoi? Pour que justement les femmes, si jamais elles se sentent seules dans une rame, elles se sentent un peu en insécurité, elles peuvent se déplacer tout de suite dans le wagon de tête, elles peuvent se rapprocher du conducteur, elles peuvent éventuellement l'alerter si jamais il y a quelque chose. Donc on met en place toute une série de choses sur la lutte contre la violence, et un numéro d'appel d'urgence, le 3117, très bien, qui permet de manière discrète de témoigner et d'appeler. Et c'est aussi pour ça qu'on fait des campagnes sur les témoins. Parce que moi, ce que je ne supporte pas dans les transports, c'est l'absence de solidarité des voyageurs. Je veux dire, avec le 3117, vous pouvez alerter des services 24h24. Et ils se trouvent dans les gares? Non, ils sont au QG de Saint-Lazare, mais ils répercutent immédiatement sur les agents de gare. Et sur les personnes de la sécurité qui sillonnent le réseau. En parlant de transport, moi je suis du 91. Et c'est pour ça que vous connaissez aussi le RERC. Je connais évidemment le RERC. J'ai dit que c'était le dernier qui allait être modernisé, mais ça y est, on a commandé le nouveau matériel. C'est lancé. C'est vrai qu'il est un peu vieillissant. L'été, il fait un peu chaud dedans, pour être honnête. Mais ma question portait surtout sur le nouveau, sur la nouvelle. Vous savez pourquoi il y a pas de clim dans les trains? Et dans les bus. Dans les trains, si. La SNCF. Non, mais dans certains wagons. Ils sont trop vieux. Alors, sur les trains, c'est parce qu'ils sont un peu anciens. Sur les bus, c'est parce que les Verts avaient interdit d'acheter des bus climatisés. Ah, d'accord. Oui. Parce qu'à l'époque, comme les bus étaient diesel, eh bien, ils consommaient de l'essence et la clim consommait de l'essence. Alors, en fait, au lieu de remplacer les bus diesel par des bus électriques, ils achetaient des bus diesel et ils mettaient pas la clim. Moi, j'achète que des bus électriques ou des bus au biogaz et je mets la clim. Vous voyez, c'est deux visions d'écologie. C'est important que les gens le sachent. Et c'est très important parce que quand il fait chaud et qu'il n'y a pas la clim dans les bus, que font les Estoniens? Ils reprennent leur voiture pour avoir la clim. Quand est-ce qu'on va voir la ligne 18 du Grand Paris Express? La ligne 18 du Grand Paris Express, c'est avant la fin de l'année. Avant la fin de l'année pour le premier tronçon, donc Saclay-Massy, et ensuite avant la fin 2027 pour Massy-Orly. Et ensuite 2031 Saclay-Versailles. Vous pensez que ça va changer la vie de beaucoup de gens? Alors la ligne 18, elle va changer la vie de tous les habitants et les étudiants et les chercheurs du plateau dès cette année, puisqu'on va pouvoir en 10 minutes, on va pouvoir se rendre en moins de 10 minutes à la gare de Massy, en métro. Donc ça va évidemment complètement tout changer sur un plateau qui est quand même maintenant devenu hyper embouteillé. Donc c'est très important. Et puis ensuite, quand on pourra faire Massy-Orly, alors là, ça va changer tout le Sud-Essonne. Parce que ça veut dire que tout le Sud-Essonne pourra se connecter directement à la ligne 14. La ligne 14 qui est la plus performante du réseau aujourd'hui, ligne à plus de 100% de ponctualité. Puisque la ligne 18 et la ligne 14 sont automatiques. Donc elles n'ont pratiquement, elles sont très robustes et fiables. Et donc évidemment, ça va changer beaucoup la vie du sud-est, du Nord-Essonne. Vous me parliez de fiabilité. En règle générale, je pense que si on fait les comptes, la plupart du temps, les transports sont à l'heure. Évidemment, ça arrive qu'il y ait des retards. Comment c'est possible que les horaires des différents RER, par exemple, soient pas toujours synchronisés avec l'application Île-de-France Mobilité? Synchronisé avec l'application. Il peut y avoir un retard et c'est pas en instant T. Les gens se fient vachement à ça. Normalement, ça devrait l'être. Dès qu'il y a un retard qui est connu, normalement, l'information doit remonter à l'appli Île-de-France Mobilité et elle doit être immédiatement mise à jour. Enfin, en théorie, c'est comme ça que ça va marcher. Avec l'IA, on va aller de plus en plus vite vers des applications d'information voyageurs hyper performantes. Mais pour l'instant, il y a encore des progrès à faire.
aussi sur les bus, la géolocalisation des bus. Donc ça aussi c'est important parce que vous voyez bien quand une course est annulée, ça peut être un incident voyageur, genre quelqu'un qui descend sur la voie, une tentative. Un évanouissement. Donc, on peut avoir un colis abandonné. Donc on peut avoir plein de causes, mais il faut que ce soit immédiatement répercuté l'information sur les applis. Et là, enfin, on a fait quand même d'énormes progrès en 10 ans. Je sais qu'il y a encore des progrès à faire. Ça m'arrive de faire des trajets dans le 45 et entre Orléans et Paris, il y a Étampes. Oui. Donc le train s'arrête et c'est vrai que le RER d'après en fait souvent c'est 50 minutes, 1 heure après. Comment vous conciliez la SNCF et les RER? Ah ben en théorie, on est censé faire des connexions qui sont des connexions efficaces. Donc on essaye de stopper aux frontières de l'Île-de-France les trains de façon à avoir des directs pour la très grande couronne. J'essaye de faire ça. Maintenant après, on essaye toujours de travailler avec la SNCF et les usagers et les élus locaux sur des plans de transport qui sont cohérents. Les bus doivent attendre les trains, les RER doivent prendre le relais des trains et ainsi de suite et ainsi de suite. Si ça marche pas toujours, c'est que c'est pas toujours possible. C'est la SNCF qui gère les sillons. Donc il faut se battre pour avoir des sillons. Là, par exemple, l'un des grands combats qu'on a mené avec les élus locaux et les usagers, c'est de remettre des trains directs sur la ligne D à Corbeil ou à Évry pour pouvoir avoir des trains semi-directs jusqu'à Paris. Ça arrive à certains usagers de faire des malaises dans les trains. Et donc il y a ce fameux numéro dont vous m'avez parlé. Il peut être utilisé aussi en cas de malaise. Il peut être utilisé pour tout. Mais il y a aussi le signal d'alarme, sinon. Le sujet des malaises voyageurs, moi, ça a été un de mes combats depuis 10 ans. Parce que Paris est la seule ville, en France et même en Europe, où quand quelqu'un faisait un malaise, on appliquait des normes de chute dans la rue. C'est-à-dire, en fait, quand vous avez un accident dans la rue, mettons un accident de vélo, un accident de scooter, on ne doit pas vous déplacer, on doit vous mettre en PLS et on doit surtout pas vous toucher. Parce que on craint le traumatisme crânien. D'accord. Ça, c'est la norme dans la rue. Mais dans le métro, c'est une norme absurde parce que la plupart des malaises dans le métro, c'est des malaises vagos, c'est parce qu'en fait, on n'a pas petit déjeuner, il fait trop chaud, on s'évanouit en fait, on s'évanouit de chaleur. Et donc, en fait, ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est au contraire faire respirer la personne. C'est donc la sortir de la rame bondée. Et nous, on fait l'inverse. On laisse la personne dans la rame et on sort les voyageurs. Ce qui fait que les secours n'arrivent pas à arriver et que le train est bloqué. Donc, c'était le contraire de ce qu'il fallait faire. J'ai réussi à obtenir du SAMU et des pompiers qu'ils reconnaissent qu'en fait, c'est pas le bon protocole. Et donc, désormais, on est en train de complètement changer le protocole. Et ça va tout changer. Parce que c'est dizaines et dizaines de malaises voyageurs qu'on a toutes les semaines, c'est des heures de retard de train. Donc maintenant, on change tout. Quand quelqu'un fait un malaise, sauf dans le cas très précis et très spécifique où il s'est cogné la tête en tombant. Si vous cognez la tête en tombant, c'est traumatisme crânien, risque de traumatisme crânien, on touche. Mais si c'est juste quelqu'un qui s'évanouit dans les bras de son voisin, et ben dans ces cas-là, on le prend et on le sort. Et le train continue. Et donc on n'a plus de retard. Je vous propose de faire un petit quiz. En fait, je vais vous donner des débuts de phrases et vous allez essayer de les compléter. Oula. Mais c'est évidemment en rapport avec la région. Allons-y. On commence. L'Île-de-France est une région unique au monde. Ce que la région fait, mais que personne ne voit, c'est ce que la région fait et que personne ne voit, c'est un plan éducatif qui est le plus ambitieux et le plus riche de toute la France. Les territoires ruraux sont notre richesse et notre poumon vert. La ligne 18 du Grand Paris. Elle nous nourrit. C'est vrai. C'est vrai. La ligne 18 du Grand Paris Express, c'est la première d'un super métro incroyable qui desservira 4 millions d'habitants. Le téléphérique de Créteil, c'est le ski à portée de main. C'est ça. C'est les Alpes sur Val-de-Marne. J'ai pas eu l'occasion encore de les prendre, mais j'ai vu vos vidéos. C'est unique en France, en Europe. C'est le plus grand téléphérique européen urbain et surtout ça marche
très bien. C'est combien de voyageurs Alors pas énormément, hein, c'est 10 000 voyageurs par jour, mais eux, on leur a vraiment changé complètement la vie, hein, parce qu'ils avaient 1 heure de bus dans les embouteillages, et là ils se retrouvent avec 15 minutes de téléphérique en survolant tout. C'est magnifique. J'espère qu'on va pouvoir en faire d'autres. Les transports, c'est les transports en Île-de-France? Oui. C'est un travail en progrès permanent et d'ici 5 à 10 ans, les plus beaux du monde. Le RER B, c'est mon grand combat. Comment la région sélectionne les projets qu'elle finance? Alors, ça dépend lesquels. D'abord, il y a les urgences. 200 lycées totalement vétustes en Île-de-France qui étaient sur le point de s'écrouler quand je suis arrivée en 2010. Forcément, c'est 6,6 milliards de plans d'urgence avec une liste. On prend les plus vétustes et on va vers les moins vétustes. Alors évidemment, les moins vétustes, ils sont quand même assez anciens. Hein. Mais donc il y a des gens qui disent mais et nous. Mais il faut qu'ils s'imaginent que on a commencé par des lycées dans lesquels il y avait des trous au plafond, des trous dans le sol, des trous dans les murs, et voilà. Et petit à petit, on arrive. Alors, on en a fait déjà 145, donc 75% du plan, mais il faut continuer. Et puis quand on aura fait tous les lycées vétustes, on passera à la rénovation des lycées anciens. Mais ancien ne veut pas dire vétuste. Selon vous, quel projet transformera le plus concrètement la vie des Franciliens dans les années à venir? Alors, nous, on a un projet, c'est la région des 20 minutes. Et la région des 20 minutes, ça consiste à aider toutes les communes à s'équiper avec tous les équipements qu'on doit trouver dans Paris, dans une grande ville. Alors, par exemple, une maison médicale, une infrastructure culturelle, une infrastructure sportive, des commerces, etc. Et tout ça, des pistes cyclables. Donc, tout ce qu'on trouve dans Paris, on doit pouvoir le trouver dans les petites capitales de l'Île-de-France. Il y a une centaine de villes qui sont des polarités, des villes capitales. Et on doit y trouver tout ce qu'on trouve à Paris. Donc c'est la région des 20 minutes. Sauna, hammam. Ah ouais. C'est au meilleur standard, hein, c'est sympa. Avec des petites lumières qui changent de couleur. Hein. Il est super chouette ton hammam. Est-ce que je peux vous demander quel était l'intérêt de la visite? C'est de voir la concrétisation de la région des 20 minutes. Parce qu'un équipement comme celui-là, dans un territoire rural, c'est l'assurance que les enfants vont apprendre à nager. Et si on n'a plus de piscine en milieu rural, on n'aura plus d'apprentissage de la natation et on a des noyades tous les ans. On est l'Île-de-France, donc on a des fleuves, on a des rivières et c'est dangereux. Donc il faut absolument faire de l'apprentissage de la baignade pour tous. Et puis évidemment après, il y a le bien-être. Donc c'est aussi un très très beau projet qui a été porté par les communes avec la salle de gym, le sauna, le hammam, le spa. Et voilà, en milieu rural, on a le droit d'avoir aussi des équipements hyper qualitatifs comme dans l'urbain. Vous avez une certaine carrière politique en France. Moi, je vous propose de vous donner quelques noms de personnalités politiques et vous me donnez un mot, une courte phrase sur ces personnalités. On commence avec Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, cramer la caisse. Anne Hidalgo. Fermeture. Fermeture de quoi? De Paris. Elle ferme Paris. Elle a été fermée. Elle s'intéressait pas à la banlieue, elle s'intéressait pas aux banlieusards et toute notre souffrance quotidienne, ça l'intéressait pas. Fermeture. Emmanuel Grégoire. Plutôt ouverture. Ah. Hein? Ok. C'est plus simple d'échanger. Ouverture parce que déjà il a compris que autour de Paris, des 2 millions de Parisiens, il y avait 11 millions de banlieusards qui apportaient de la richesse à Paris et qui avaient une relation à créer avec la banlieue. Donc plutôt début d'ouverture, je dirais. Nicolas Sarkozy. Tristesse. Pourquoi? D'abord parce qu'il m'a pas soutenu à la présidentielle et j'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi il s'était allié avec Macron. D'accord. Et maintenant, tristesse parce que le procès, parce que ça a été un grand président de la République. Et vous étiez sa ministre. Ouais. Et j'étais très fière de faire la réforme des universités, qui était la réforme la plus difficile de son quinquennat. Ok. Marine Le Pen. Impasse parce que je pense qu'elle est absolument incapable de résoudre les problèmes de la France. Voilà. Donc je pense qu'il y a plein de gens qui mettent leur confiance en elle parce que on l'a pas essayé. Mais je pense que si on l'essayait, ce serait une terrible désillusion. Jean-Luc Mélenchon. Violence. Parce que la LFI dit des choses très très dures sur la non-violence en ce moment, sur le thème la non-violence. On n'y croit pas.
Donc quand on entend un parti politique dire la non-violence, on n'y croit pas, ça fait peur. Moi, je crois que la politique, c'est le débat non-violent. Je peux vous dire que les filles violentes, je l'ai eu face à moi à nombreuses reprises dans les universités, quand je réformais l'université, dans les lycées, sur le terrain, voilà. Rachida Dati. Rachida Dati, déception. Vous l'avez soutenu au municipal. J'aurais voulu, moi, qu'on change Paris, et j'aurais voulu qu'on mette de la propreté, de la sécurité, du bon fonctionnement à Paris. Quand je vois comment le périscolaire a été organisé dans la ville de Paris, je me dis que si c'était moi qui avais été en charge du périscolaire, j'aurais pas survécu. Mais les Parisiens sont pas rancuniers. Jean Lassalle. Jean Lassalle. Don Quichotte. Comment? Don Quichotte. J'ai pas compris. Don Quichotte contre les moulins à vent. Don Quichotte. Ok. C'est un Don Quichotte. Et vous avez eu l'occasion de le rencontrer? Don Quijote. Ah, je connais pas. En espagnol. Ah ouais? Oui. Vous avez des origines espagnoles? Non. Ok. Lui, il est du sud-ouest. Oui. Donc il doit être inspiré. Et vous avez déjà eu l'occasion d'échanger avec lui? On était assis à côté à l'Assemblée nationale. Moi, j'étais juste à côté de l'UDI. Ok. Ouais. Ça animait bien les. Ah oui, il y a des séquences fins de soirée. marquantes. Bruno Retailleau. Sincère. Ok. Parce que je pense qu'il est fondamentalement sincère dans ce qu'il croit, dans ses convictions. Transition toute trouvée, vous n'êtes pas forcé de répondre. Je vous vois arriver avec vos gros sabots. Ouais. Vous avez votre candidat pour 2027? Moi, j'ai tiré des leçons de 2022 et franchement, la défaite a été douloureuse, donc j'ai tiré vraiment beaucoup de leçons parce que quand on gagne pas, faut apprendre. Sûr. Et de ce que j'ai vu en 2022, on peut pas avoir plusieurs candidats à droite et au centre. Voilà, ça n'existe pas. Mais là, il y a une poussée des extrêmes qui est tellement forte, c'est une mâchoire. Donc il faut un candidat unique de la droite. Donc il faut qu'on se mette tous derrière celui qui sera le mieux placé pour porter nos valeurs. Aujourd'hui, Bruno est le candidat légitime des LR. Il a été désigné par un process qui est totalement légitime. Maintenant, à un moment donné, il faudra qu'il n'y en ait plus qu'un seul au centre droit. Hein. Donc on verra lequel sera le mieux placé à l'automne. Ok. Mais il faut qu'assez vite on décide. Parce que la droite divisée façon puzzle, ça ne peut conduire qu'à l'élection des extrêmes. Hein. Bien sûr. Vous m'avez parlé de l'élection présidentielle de 2022. Ça tombe bien, j'ai des questions à ce sujet-là. Selon vous, pourquoi la droite n'a pas réussi à convaincre en 2022? Parce que déjà, il n'y avait pas beaucoup d'espace, puisqu'il y avait un président sortant, Emmanuel Macron, qui était déjà assez pro-business sur l'économie. Mais surtout, et puis il y avait Éric Zemmour, le passe-plat du RN, là, qui s'était installé dans la campagne avant même que nous on désigne notre candidat. Donc on a fait la primaire beaucoup trop tard, et donc on avait Zemmour qui nous prenait déjà un certain nombre de voix à droite, et on avait Macron qui nous en prenait au centre. Et puis par-dessus tout ça, le Covid et la guerre en Ukraine. Donc un effet trapeau, on change pas le pilote de l'avion quand on est en pleine guerre. Et donc il n'y a pas du tout eu de questionnement sur le bilan de Macron, sur sa politique. Le cramer la caisse, le quoi qu'il en coûte du Covid qu'on n'arrivait plus à rembourser, le doublement de la dette, le fait que en réalité les services publics étaient en train de s'effondrer, de l'éducation à l'hôpital en passant par la justice, on le voit encore cette semaine. Donc tous ces services publics en capilotade, toute cette dette accumulée, toute cette mauvaise gestion de la France en fait, a pas été questionné en 2022, de la même façon que la politique migratoire, l'insécurité, tous ces sujets-là sont restés un tout petit peu, en surface, puisqu'il y avait cette guerre en Ukraine qui focalisait toutes les inquiétudes des Français. Et qu'est-ce que vous retenez de votre défaite à la présidentielle de 2022 ? Je retiens plein de choses. D'abord que les campagnes aujourd'hui, elles se font énormément sur les réseaux sociaux. Et que donc il faut être quand même très très outillé, y compris face aux fake news, y compris face à la désinformation, parce que on va avoir une campagne présidentielle qui va être complètement sous influence étrangère, faut quand même le savoir. Le RN est très soutenu par la galaxie Poutine et par la galaxie Trump, qui vont venir influencer cette campagne, comme ils l'ont fait en Roumanie, comme ils ont essayé de le faire en Hongrie, etc. Alors ça marche ou ça marche pas. Enfin, il faut savoir que les réseaux sociaux vont être très influencés. Mélenchon, lui, il sera évidemment soutenu par toute la galaxie pro-chinoise. On sait aussi qu'il a été plus ou moins financé par le Venezuela et certaines dictatures d'Amérique latine. Donc, en réalité, on aura des influenceurs.
Donc ça, c'est très important. C'est des ingénieurs du chaos sur les réseaux sociaux qui veulent quoi? Ils veulent affaiblir la France, ils veulent plus qu'on soit une nation indépendante. Et face à ça, le candidat de la droite et du centre, il doit être extrêmement puissant. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on doit être unis, on doit avoir qu'un seul candidat, parce qu'on ne peut pas porter 36 messages, et la droite face au peuple, ça marche pas. Troisièmement, je pense que la France est à droite aujourd'hui, c'est-à-dire que je pense que les sujets qui intéressent les Français, 3 grands sujets, c'est l'ordre à nos frontières, l'ordre dans les rues et l'ordre dans les comptes. C'est 3 sujets très importants de remise en ordre. La valeur d'ordre, c'est une valeur de droite. Et par ailleurs, il faut remettre de l'ordre dans les services publics pour qu'ils fonctionnent correctement. Souvent, on dit de moi que je suis juste une gestionnaire. On a parlé des transports, on a parlé des lycées. C'est vrai que je rebâtis les lycées, je reconstruis les transports parce qu'ils marchaient juste pas. Et que si je veux de la prospérité dans ma région, si je veux de l'emploi pour tous mes jeunes, si je veux du social, si je veux de l'écologie, j'ai besoin de créer des richesses. Donc en réalité, on a besoin de bons gestionnaires. Et la vraie promesse du macronisme qui n'a pas été tenue, c'est que les gens, quand ils ont élu Macron, ils ont cru qu'ils élisaient un bon gestionnaire, ils ont cru qu'il allait bien gérer. Et en fait, non. Il s'en est pas occupé. Et c'est ça, me semble-t-il, la promesse déçue du macronisme, c'est ce en même temps, ce zigzag permanent qui trace pas des lignes droites. Vous vous représentez pas en 2027? Ah bah écoutez, moi j'ai un peu de décence. Je trouve ça absolument ridicule cette kyrielle d'ambition personnelle pour la présidentielle. On a l'impression qu'à droite, moins on fait de voix et plus on a de candidats. Donc à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Il y aura pas de primaire, c'est une certitude puisque en réalité il y a 3 partis qui ont chacun désigné leur candidat, Renaissance, Horizon, LR. Maintenant, à un moment donné, je ferai partie de ces voix qui diront on arrête le concours de beauté et à un moment donné, on fait une grande alliance pour gagner. Et on fait une grande alliance pour redresser la France. Parce que la vérité, c'est que les vraies solutions pour le pays, c'est aujourd'hui la droite républicaine qui les a. Pourquoi? Parce que je l'ai dit. En fait, il faut remettre le pays sur pied. Et c'est une question de faillite de la France. Et quand on a le RN qui dit moi, je fais la retraite à 62 ans, il faut toujours plus de dépenses publiques. À chaque fois qu'ils votent quelque chose, c'est plus de dépenses. Il faut encore remettre la France en faillite. Je pense que le RN est incapable de faire face aux vrais problèmes du pays. Sur l'immigration, ils n'ont et sur la sécurité, je suis persuadée qu'ils seront incapables de remettre de l'ordre parce que, en réalité, comme c'est un parti du clivage, on ne remettra pas de la paix et de la sérénité en France avec un parti du clivage. Donc, je pense que c'est la faillite et le chaos et donc, voilà, je me bats. Je vous propose une autre petite séquence. Alors, j'avais prévu tout plein d'autres questions, mais avec le temps un peu serré, je suis trop bavarde. On les fera après. On m'avait prévenu. Mais c'est pas une mauvaise chose, vous développez. Vous avez raison de développer. Ce que je vous propose, c'est que je vais vous faire écouter quelques musiques et vous allez me dire à quoi ça vous fait penser. Donc c'est évidemment de la musique française. Je me suis pas permis de mettre du Jul. Je pense pas que ça soit ce que vous écoutiez. Je suis pas une experte dans le rap, mais bon, voilà, je m'adapte à tout. Hein. Ok. Je suis la présidente de la première scène. De musique afro-antillaise du monde. Ok. Est-ce que déjà vous reconnaissez le morceau? C'est Cabrel. Oui. Ça, vous me prenez... c'est boomer, ça. Ah non, c'est la génération effectivement plus de mes parents. Et à quoi ça vous fait penser cette musique? À chaque fois tu respires. Et ça continue encore et encore. Ça me fait penser à toutes les difficultés bureaucratiques que je dois affronter chaque semaine. Encore et encore et encore et encore. Voilà, parce que ma vie... Ah mais attendez, vous savez pas ce que c'est ma vie. Ma vie, c'est d'utiliser toute l'expérience que j'ai accumulée et toute l'intelligence de mes neurones pour essayer de casser les corporatismes, les bureaucraties, les interdictions. Tout est toujours impossible dans notre pays. On n'arrive à rien faire et donc il faut à chaque fois casser les murs, soulever des montagnes. C'est ça Et les gens ne s'en rendent pas compte en fait. Ils ne se rendent pas compte à quoi servent les bons politiques, les vrais politiques, les vrais leaders. C'est uniquement à casser tout ça. Ok. Encore et encore. Encore et encore. On passe dans un autre registre. Il manque quelqu'un près de moi. Vous connaissez? Je me retourne. C'est pas sa plus connue. Michel Berger? Oui. Michel Berger. Quelques mots d'amour. D'où vient ce sentiment? À qui, à quoi ça vous fait penser? Je suis seul.
Ah, moi j'adore Michel Berger, j'adore France Gall. Ouais. Quelques mots d'amour, je pense que c'est vraiment ce qui, quand on fait de la politique, parce que c'est quand même la politique quand même ultra violent, c'est quand même du combat de tous les instants, on se fait caricaturer, on se fait attaquer, mais dans la politique il y a des moments où il y a des mots d'amour. C'est-à-dire, par exemple, un jeune qui vient me voir, moi j'ai fait des bourses pour les jeunes qui n'ont pas le bac, par exemple, et pour leur permettre de recommencer des études, 1 000 €. Et j'ai un jeune, une fois, qui m'a dit, pour la première fois, quelqu'un me dit que je suis pas une merde. Voilà. L'autre jour, j'ai vu une maman, son fils est handicapé et il fait du handisport. Et on a réussi à le faire entrer dans un programme de sportif de haut niveau. Okay. Et elle m'a dit, grâce à vous, mon fils, il va peut-être devenir un champion. Voilà. Donc, quelquefois, il y a des mots d'amour qui sont échangés en politique. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable. Cette musique, à quoi elle vous fait penser? À Javanès, Gainsbourg. Jazz. Ça me fait penser à la maison de Gainsbourg, qu'on a rénovée avec Charlotte pour en faire un musée. Parce que je pense que l'Île-de-France, elle a une formidable richesse, c'est son tourisme, c'est sa culture, et il faut absolument les protéger. Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup d'argent, et il faut bien l'investir. Et investir dans la culture, c'est investir dans ce qui fait que les gens nous aiment. Et ça crée énormément de richesse et d'emploi. Ok. Cette chanson. On dirait le Sud. Le Sud tout court. Le Sud. De Nino Ferré. Le Sud. Alors le sud, c'est plutôt mes racines. Dans mes vacances, c'est en Corrèze, donc je suis pas très au sud. Ok. C'est mes racines parce que ma mère est d'origine corse, mon père est d'origine niçoise, alpine, donc c'est plutôt mes origines. Mais si on revient à l'Île-de-France, le sud, c'est Milly-la-Forêt, par exemple? Non, le désert de Fontainebleau. Est-ce que vous savez que Emilia Pérez n'a pas été tournée au Mexique. Elle a été tournée en Île-de-France. Dans le désert de la forêt de Fontainebleau. Ok. Voilà, donc on dirait le Sud, c'est l'Île-de-France. C'est l'Île-de-France. Ah! Vers les docks où le poids et l'ennui. Emmenez-moi à Aznavour. Alors là, ça va vous faire rire, ça me rappelle le Falcon de Sarkozy. Ok. Le Falcon de Sarkozy, parce qu'il adorait Aznavour. Et alors, quand il nous emmenait en voyage officiel, alors moi j'étais ministre des universités, puis ensuite du budget, mais aux universités, j'étais toujours des voyages officiels, parce qu'il y avait toujours un partenariat scientifique, universitaire, des échanges étudiants dans les voyages. Et en fait, Nicolas Sarkozy avait une habitude, il fermait les volets de son Falcon, et il mettait Aznavour à tue-tête. Donc la bohème, emmenez-moi, et il chantait. Donc on chantait Aznavour. Au cours de votre carrière, avec l'émergence des réseaux depuis plus de 10, 15, 20 ans, on a vu plein de séquences de vous qui ont été isolées. Alors, il y en a certains, c'est pour critiquer, mais il y en a certains, c'est pour vous encenser, donc des petits montages qu'on appelle des edits. Donc c'est un petit montage qui vous met en avant, tout simplement. Du coup, j'ai fait une petite sélection de 3 vidéos et il y en a certaines, moi j'aimerais avoir un peu de contexte parce qu'on les a vues et on n'a pas forcément de contexte directement avec ces vidéos. Cette séquence par exemple. C'est quoi ça? Regardez ce plan où elle se transforme en guetteur de guetteur. Là, c'était sur le quotidien. Et ils vous ont comparé à un suricate. Un suricate. Et vous voyez, ça fait... C'était quoi le contexte de cette vidéo? C'était pendant la campagne présidentielle, c'était sur les points de deal des quartiers nord de Marseille. Ok. Et effectivement, en fait, c'était très impressionnant parce que c'était la nuit et en fait, sur les points de deal de Marseille, donc ils ont des bras zéro. D'accord. Enfin, c'est vraiment, c'est le lieu du trafic, ils ont des bras zéro et ils envoient des types à moto, enfin à scooter, pour surveiller les gens qui s'approchent. D'accord. Donc il y a des guetteurs qui surveillent le point de deal. Et puis il y a des panneaux qui indiquent le point de deal avec des flèches pour savoir où s'y repérer, etc. C'était quand même très impressionnant. Et donc vous guettiez les guetteurs? Bah oui, on guettait, on regardait qui étaient ces types qui s'approchaient de nous avec des motos. Oui, c'était quand même assez impressionnant. On guettait les guetteurs.
Je comprends. Mais bon, les guetteurs, j'ai fait leur connaissance aussi à Saint-Ouen quand on est arrivé, parce que vous savez, j'ai déménagé la région du 7e arrondissement de Paris à Saint-Ouen. À Saint-Ouen. Et à l'époque, c'était vraiment un haut lieu de la fourgue et du deal. Ouais. Et donc, moi, quand je passais en voiture, on entendait aha, aha, ah oui. Et puis on entendait bzzz, on entendait les drones des guetteurs. Ok. Ah, ils avaient des drones. Ils avaient des drones. Oui, c'est pour ça que je me suis un peu battue, parce que les polices municipales n'avaient pas le droit en Ile-de-France d'avoir des drones, mais les dealers, moi, je savais qu'ils en avaient, parce que à côté de mon siège, de ma région, on entendait les des drones qui protégeaient les fours. Ok. Qu'on a démantelé d'ailleurs depuis. On démantèle beaucoup. Ok. Il y a cette séquence. J'aimerais avoir un peu de contexte. Aujourd'hui, le sujet, c'est celui de la propreté. Moi, je veux une région propre. Rien de tel qu'une femme pour faire le ménage. Vous voyez, les gens font des montages avec vous. Des différentes séquences. C'est quoi le contexte de cette vidéo rien de tel qu'une femme pour faire le ménage? C'était sur la saleté en Ile-de-France, qui était un vrai problème. Tout ce qui est dépôts sauvages, les types qui déversent tout n'importe où, et tout le monde s'en foutait. Ouais. Et c'était une vraie plaie pour les pauvres gens qui se retrouvent avec au milieu de leur forêt, au milieu de leur ville, des dépôts sauvages que personne vient nettoyer. Et donc j'ai dit, moi je vais prendre le problème à bras le corps, parce que mon sujet c'est d'avoir des résultats. Voilà. Et moi, j'aurais des résultats. Ok. Et rien de tel qu'une femme pour avoir des résultats. Alors, je suis pas sûr qu'un homme aurait pu la dire, celle-ci. Non, mais alors, vous savez, elle a été très détournée par les réseaux, les réseaux de gauche, parce que, c'était un peu un biais inconscient, parce que cette phrase, elle a été prononcée par Ségolène Royal et par Marine Le Pen. Quand Ségolène Royal ou Marine Le Pen la prononcent, c'est féministe. Quand Pécresse la prononce, c'est forcément que je veux mettre les femmes à la maison. C'est exactement le contraire de ce que j'ai dit. La gauche adore me caricaturer, parce que je pense que ça les embête de voir une femme puissante à droite. Ça les embête que les valeurs féministes soient portées par une femme de droite, et ça les embête que je protège toutes les femmes dans ma région comme eux n'ont jamais réussi à les protéger. Et je pense notamment, par exemple, aux violences dans les transports, mais je pense aussi au harcèlement dans les lycées, je pense aux femmes entrepreneurs, je pense à la promotion des femmes, à la santé des femmes. Là, on vient de créer un fonds Femtech pour investir dans la santé des femmes. Personne n'investit dans la santé des femmes. Moins de 2% des investissements du monde sont faits dans les maladies féminines. Voilà. Donc les femmes sont protégées par une femme de droite, n'en déplaise aux féministes de gauche. Le féminisme n'a pas de couleur politique. Il y a cette séquence qui a fait parler d'elle aussi. Je filme occupé de l'Ukraine. Oui. Je filme occupé de l'Ukraine. Bon, alors après les gens ils font un montage. C'est quoi le contexte de cette vidéo? Je filme occupé de l'Ukraine. Oui. C'était au moment où il y avait la guerre en Ukraine. Oui. Il y a Jean Castex qui, au moment du salon de l'agriculture, nous appelle et nous dit venez tous les présidents de région. Ouais. On va organiser une réponse humanitaire et solidaire avec l'Ukraine. Donc j'étais convoquée par Jean Castex. Donc je partais m'occuper de ce sujet ukrainien. Voilà. Ok. Donc je ne partais pas faire la guerre, contrairement à la caricature qui en a été faite à l'époque. Mais on était vraiment réunis par le Premier ministre pour qu'il nous débriefe sur tout ce qu'on allait pouvoir faire, comme pour accueillir les réfugiés ukrainiens, pour organiser des collectes de denrées et de groupes électrogènes, etc., etc. Et la région Île-de-France a été extrêmement mobilisée dans le plan de soutien aux Ukrainiens. D'abord, on les a accueillis chez nous. Ouais. Et puis ensuite, là encore cet hiver, on a livré des bus diesel d'occasion, et ils ont servi à chauffer les Ukrainiens qui n'avaient plus de chauffage chez eux. Les Russes voulaient les geler à mort, et ils se sont réfugiés dans nos bus, et ils ont fait la classe cet hiver dans des bus qui roulaient. Parce qu'il n'y avait plus de chauffage dans les classes. Donc nos bus sont devenus des refuges. Ok. Voilà. Très bien. Donc c'est là l'origine de m'occuper de l'Ukraine. Ok. Ça permet d'avoir plus de contexte. Ah, c'est sûr. Il nous reste 4 minutes. Il faut que vous me répondiez en une phrase très courte sur chaque question que je vais vous poser. Mais c'est des questions assez simples. À l'impossible, nul n'est tenu. Exactement. C'est quoi la fausse idée que la plupart des gens se font sur vous? Que je connais pas la vraie vie. Et pourquoi, selon vous? Très rapidement. Parce qu'en fait, je suis dans la vraie vie tous les jours. J'ai mis mon siège en banlieue. Là, je passe ma vie à faire 6 heures de voiture pour aller dans le rural, dans les quartiers populaires. Et je suis dans les lycées tous les 15 jours. Donc, je suis dans la vraie vie en permanence. Ok. Attendez, je me perds dans les questions.
C'est vous qui me relancez, hein. Oui, non, mais c'est vrai. Moi, de ce que j'ai vu, vous donnez l'impression de quelqu'un qui a beaucoup confiance en vous. Est-ce que ça a toujours été le cas et est-ce que c'est vraiment le cas? Comment vous avez... En politique, c'est comme au poker. Hein. Si vous donnez le sentiment que vous hésitez, vous inspirez pas confiance. Donc, le sujet de la confiance dans le leader, elle est massive. Donc, il faut que le leader ait l'air peut-être confiant pour emmener avec lui tout le monde. Donc, ça, c'est très important. Mais quand j'étais petite, quand j'avais 8 ans, ma professeure de CM2 avait mis dans mon bulletin est trop anxieuse. Si elle continue comme ça, elle n'aura pas le bac. Ah oui. Donc je cache mes doutes. Ok. C'est quelle valeur vous ne trahirez jamais? Oh, la famille et l'amitié. Ok. Qu'est-ce que vous faites de votre temps libre? Est-ce que vous avez du temps libre déjà? Alors pendant des années, j'en ai pas eu du tout parce que il se trouve que j'avais 3 enfants, un mari, 3 enfants, des parents, enfin bon bref, beaucoup de choses à faire en dehors du travail. Donc je jonglais comme toutes les femmes qui ont des enfants à élever, je jonglais et je n'avais pratiquement pas de temps libre. J'ai beaucoup arrêté tout, le sport, la culture, etc. Maintenant, j'ai la chance d'être une quinca extrêmement épanouie avec des enfants indépendants et donc de mon temps libre, je vais beaucoup marcher. J'adore marcher. Ça m'aère complètement. Je fais du yoga. J'adore le yoga. Ça m'a sauvée parce que pendant la campagne présidentielle, j'avais une double hernie discale qui m'a fait souffrir pendant 18 mois horriblement. Le yoga m'a sauvée et en plus, c'est très équilibrant. Je me suis remise au piano. J'apprends l'espagnol. Et sinon, j'ai une passion absolue pour le cinéma et je lis énormément. Parce que en fait, quand vous êtes dans une voiture et que vous faites 6 heures de voiture, vous êtes dans des transports en commun, vous faites 6 heures de transports en commun dans une journée, la seule chose que vous pouvez faire de bien, c'est lire ou regarder des films. Ok. Très bien. Ok. Et puis j'aime bien faire la cuisine aussi. C'est vrai? Vous cuisinez quoi? C'est quoi votre plat phare? Ah, mon plat phare. Alors, la pintade au chou. Ok. C'est... Voilà. D'accord. Vous gérez le bœuf bourguignon? Le pot-au-feu, j'aime beaucoup aussi. Ok. Et le bœuf bourguignon? Bœuf bourguignon un peu moins, mais j'aime bien les carottes, mais bœuf bourguignon un peu moins, mais pot-au-feu, oui. Ok. Pot-au-feu. Comment on sauvegarde le patrimoine comme celui-ci? En investissant, figurez-vous, parce que la distillerie de l'Amande, c'est un projet qui a été soutenu par la région pour faire de la valeur ajoutée à travers cette lamande qui maintenant est cultivée en Île-de-France. Et donc on aide les entreprises à s'agrandir, les usines à grandir. Et l'objectif, c'est de créer de l'emploi et de la dynamique économique, y compris en milieu rural. Mais là, je viens d'apprendre une nouvelle extraordinaire, c'est que les touristes chinois viennent se photographier dans les champs de lavande à Neuilly-la-Forêt. Ah bon? Oui, donc je vais prendre cette information et je vais en faire mon miel, si je puis dire, à Neuilly-la-Forêt, et mon miel pour essayer de mettre plus de transport et faire des petits partenariats avec les tours opérateurs. Là, on va visiter 2 fermes à la région où vous aidez les fermes. Alors c'est une énorme responsabilité de la région. D'accord. De défendre ces paysans. Parce qu'en fait, personne ne le sait, mais on est une très grande région agricole, l'Île-de-France. On est la région du Brie, on est la région du blé, on est une ancienne région maraîchère. On avait les terres les plus fertiles de France. Et donc, mon rôle, c'est de les protéger. Donc, j'ai fait voter un plan d'aménagement qui reconstruit la ville sur la ville, qui essaye de rénover les quartiers populaires qui sont aujourd'hui en déshérence, mais en même temps qui protège les terres agricoles. Voilà. Et on aide énormément les agriculteurs à investir. On a tous les jeunes agriculteurs, on les aide à s'installer. Et surtout, on garantit aux Franciliens qu'en 2040, l'Île-de-France sera toujours à 75% forestière et agricole. On va préserver les forêts, on va préserver les terres agricoles. On parle souvent de la pénurie des œufs en France. Qu'est-ce qu'il en est en Essonne? Alors justement, on est en train d'essayer de développer un marché de production locale d'œufs.
parce que évidemment on est le premier marché de France avec l'Île-de-France. Donc on développe les poulaillers et on donne des aides pour l'installation des poulaillers, voilà, y compris les poulaillers bio comme celui-ci. Okay. Voilà. Et donc elles sont bien élevées en plein air Bah écoutez, venez voir vous-même, voilà, oui, c'est des poules heureuses, voilà. Elles ont l'air très heureuses. Effectivement, elles sont très heureuses, sauf qu'il y a beaucoup de renards et donc quand un renard passe, ça stresse la poule et elle ne pond pas. Ah ouais? Donc il faut qu'elle puisse pondre dans des bonnes conditions. C'est ça. Et ça se ressent dans les cantines d'Île-de-France? Est-ce qu'il y a Absolument. Alors ça, c'est un de mes beaux projets, j'en suis très fière. Oui. C'est de développer, avec le département de Seine-et-Marne, on a développé ce qu'on appelle les Aproval. Aproval, c'est une centrale d'achat et de transformation des produits agricoles franciliens. Et l'idée, on est parti de quoi? Les parents d'Île-de-France veulent manger local. Bien sûr. Et ils veulent manger bio aussi, mais quand je suis arrivée, il y avait des scandales du bio. On importait des bananes dominicaines bio totalement bourrées de pesticides. D'accord. Et en fait, le label bio à l'étranger, il veut pas dire grand-chose. Donc nous, ce qu'on veut, c'est avoir du produit local avec toutes les règles françaises, et puis du produit bio local, c'est encore mieux. Donc j'aide évidemment tous mes agriculteurs, soit à se convertir au bio, mais soit à produire. Et on fait du ramassage local et de la transformation locale. Donc là, ça y est, ces produits sont arrivés dans les collèges et les lycées seine-et-marnais. Et puis l'année prochaine, ce sera le Val-de-Marne, l'Essonne. On va continuer petit à petit. Et l'idée, c'est de faire du bien manger. C'est quoi les produits du terroir? En Île-de-France? Oui. Bah, d'abord, on a le blé, on a la baguette francilienne, on est d'abord une grande terre de céréales, on a la betterave, on a toute une série de produits du maraîchage qui sont des produits d'origine francilienne. Par exemple, on était la capitale du cresson avant. Si vous regardez toutes les villes de la Grande Couronne, vous allez trouver la fête de l'asperge, la fête de la tomate, la fête de la fraise. Donc en réalité, la fête des épinards. Chaque ville avait une identité maraîchère. Alors ça date, c'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on a encore une très très belle filière brie. De fromage, avec aussi évidemment des yaourts, donc une filière laitière qui est importante. On essaye de restaurer une filière œufs. D'accord. Parce que les franciliens mangent de plus en plus d'œufs. Donc notre objectif, c'est de développer 50 poulaillers par an. D'accord. Voilà. Donc on va donner des aides pour essayer de diversifier. Et puis on travaille à réconcilier la ville et la nature. Alors un exemple, c'est les data centers. Vous savez qu'aujourd'hui avec l'IA, que nous voulons être la capitale européenne de l'IA. Oui. C'est notre objectif. L'Île-de-France, c'est la science. On a 40% des chercheurs français. Donc on veut être la capitale de l'intelligence artificielle, du quantique. Et on a pour ça besoin de data centers. Mais les data centers, ça chauffe. Et donc, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut récupérer cette chaleur des data centers. Et quand ils sont à la campagne, on veut utiliser cette chaleur pour les mettre dans des serres. Okay. Et refaire des fraises, des tomates, ce qu'on faisait avant. Okay. Et le faire avec la chaleur des data centers. Et en Île-de-France, ça se passera où du coup ces data centers? Là, par exemple, typiquement, ici, là où nous sommes, dans le sud Essonne, à quelques encablures vers la Seine-et-Marne, eh bien, il y aura des data centers qui vont s'installer. Un à côté de Melun, un à côté de Montereau. Donc, on a un à côté de Villaroche. On a 3 gros projets de data centers sur la Seine-et-Marne qui sont prévus. Et on en a aussi en Essonne, au sud de Saclay, à côté de Bruyères-le-Châtel, là où on a notre supercalculateur Terratech. Et ces data centers, ils sont cruciaux parce qu'en fait, c'est eux qui vont être qui vont être le fuel, en réalité, des futures entreprises de demain qu'on va créer en Île-de-France avec l'IA. Faut tout refaire. Faut refaire donc la partie château et le lieu historique un peu de Soisy-sur-École. Oh là là. Et comme vous avez pu le voir à l'entrée, il y a des bâtiments. Il y avait 5 bâtiments à l'époque sur tout le domaine, sur 18 hectares. Il y avait 256 logements avec des propriétaires. D'accord, oui, donc c'était vraiment une résidence. C'était une résidence. Et le château était un peu C'est partie des parties communes. Ah oui, d'accord. Tout le parc était en partie commune. En fait, c'était des chambres d'hôtes avec une partie bar et restauration en dessous pour les invités des propriétaires. Et ça a fait faillite. Et ça fait faillite. Il y avait 350 à 400 résidents pour 120 employés. Donc les charges étaient assez énormes. Autre sujet, moi je me posais une question. Comment vous gérez le rapport avec les élus communaux, donc de certaines municipalités? Comment ça s'organise? C'est vous qui vous faut remonter des fois des problématiques qu'ils peuvent avoir dans
dans leur ville. Alors en fait, la région, c'est un orchestre de maires. C'est pour ça que les Franciliens connaissent pas bien la région, c'est parce qu'en fait, on arrive, on soutient les projets des maires. Si j'ai pas des bons maires, si j'ai pas des bonnes associations, des bons entrepreneurs, il n'y a pas d'action régionale. Parce que la région intervient très peu en direct. Okay. J'interviens en direct dans les lycées, j'interviens en direct dans les transports, mais la plupart du temps, j'interviens pour aider à faire la ville de demain. Okay. Ou pour aider les entrepreneurs, ou pour aider les associations. Donc en réalité, les maires, je les réunis. Et depuis le Covid, j'ai trouvé la bonne solution, c'est que j'ai fait des boucles WhatsApp. Des boucles WhatsApp. Ok, oui. Les boucles WhatsApp, donc j'ai des boucles WhatsApp par taille de commune, donc les plus de 10 000, les moins de 10 000, et puis les moins de 5 000. Les 5 à 10 000 et les moins de 5 000. Et puis les moins de 5 000, c'est les villages. Je les ai mis par département. D'accord. Parce que j'en ai 1000. Donc j'ai 1270 communes en Île-de-France. Et donc je fais ça avec tous les maires d'arrondissement à Paris, parce que c'est la bonne jauge pour être bien proche du terrain, pour avoir des retours remontées de terrain. Et l'intérêt de ces boucles WhatsApp, c'est que évidemment ils ont accès directement à toutes les infos de la région. Et puis directement ils peuvent me contacter, me dire le bus scolaire est pas passé, j'ai un problème avec mon lycée, je voudrais une subvention pour faire de la géothermie, je voudrais une subvention pour faire un espace vert, je voudrais voilà. J'ai tel projet, je dois rénover mon église, je dois rénover mon usine, etc. Ok. Comment vous l'imaginez dans 10 ans l'Île-de-France ? Moi, ce que j'aimerais, c'est je voudrais recoudre les fractures. Parce que l'Île-de-France, c'est la région des plus riches, mais c'est aussi la région des plus pauvres. C'est une région extrêmement contrastée. Et mon rôle, en tant qu'héritière de Jacques Chirac et de son programme, c'est de réduire les fractures sociales et territoriales. Et c'est vrai qu'entre la Seine-Saint-Denis et Paris, il y a les plus riches et il y a les plus pauvres. Entre la Seine-et-Marne et Paris, il y a les plus ruraux, les plus urbains. Est-ce que vous pensez que c'est plus compliqué pour quelqu'un qui vient justement d'endroits comme Milly-la-Forêt, de réussir dans la vie, que c'est plus compliqué de s'élever socialement, on va dire, quand on vient d'une ville comme Milly-la-Forêt? En fait, c'est vrai que le rural profond et les quartiers populaires, finalement, ont des difficultés qui sont un peu symétriques. On pense souvent, quand on pense à l'Île-de-France, aux difficultés des jeunes dans les quartiers populaires. On pense aussi aux jeunes issus de l'immigration. On pense à l'intégration. On pense à l'insertion professionnelle. Mais un jeune du rural, il a d'autres difficultés. Il n'a pas de transport pour aller étudier, c'est loin. Ouais. Les taux de poursuite d'études des bacheliers en Seine-Saint-Denis, en Seine-et-Marne sont les mêmes, 50%. À Paris, un bachelier a 80% de chances de faire une des études. Pourquoi ? Parce que quand on est loin des universités, soit loin culturellement, soit loin géographiquement, et c'est finalement des frontières qui sont un petit peu, des barrières qui sont un peu les mêmes. Okay. Donc moi j'essaye de faire des aides à la fois pour les jeunes dans le rural, pour leur permettre d'avoir accès à l'université, à la formation au plus près de chez eux. Okay. Et je fais la même chose évidemment dans les quartiers populaires. Dans les quartiers populaires, comme dans les territoires ruraux, j'avais des lycées qui étaient dans un état qui était juste abominable. Oui. Donc c'est pour ça qu'on a donné un ordinateur à chaque enfant aussi. La région donne un ordinateur à chaque élève de seconde. On donne tous les manuels sont gratuits. On fait des activités culturelles, des activités périscolaires. On donne 100 € pour pouvoir faire du sport, 100 € pour pouvoir pratiquer une activité culturelle. On donne beaucoup d'aide aux jeunes de façon à ce que on ait une égalité des chances réelle. Et quand on a donné les ordinateurs, je me suis rendu compte qu'en fait, on avait à peu près 35% des élèves qui avaient déjà des ordinateurs à la maison et qui avaient la possibilité, dès la seconde, d'en avoir un à eux. Mais on avait aussi 35% des élèves qui n'en avaient pas du tout, ou un, mais pour toute la famille. Donc ça permet d'avoir de l'équité. Et moi, mon idée, c'était ça, c'était de faire l'égalité des chances à travers les outils pédagogiques qu'on leur offre, leur offrir les mêmes outils. Et puis, évidemment, il y en a pour qui il faut faire davantage. C'est pour ça qu'on a mis, par exemple, la cantine à 50 centimes d'euros pour les plus défavorisés, parce que on veut qu'ils aient aussi des bons repas équilibrés et que voilà, et qu'ils se retrouvent pas en situation de vrai désavantage. Alors, le vrai sujet que je n'ai pas dans les mains, et qui est un sujet d'inégalité très forte, mais qui n'est pas de compétence régionale, c'est le logement. Oui. Moi, j'aurais aimé qu'on me transfère une compétence logement, parce que je pense que le sujet du logement
est un vrai sujet d'inégalité sociale aujourd'hui en Ile-de-France. J'ai fait beaucoup pour les transports, avec les prix très bas, avec beaucoup de nouvelles lignes, beaucoup de nouvelles offres. J'ai fait beaucoup pour l'école, avec les nouveaux lycées, tout neuf. On a divisé par 13 la vétusté en Essonne, on l'a divisé par 9 en Seine-Saint-Denis, donc on a fait des énormes travaux. Mais il y a un sujet sur lequel je ne suis pas en charge, et qui est un sujet majeur pour la lutte contre les inégalités, c'est le logement. Pour ce qui est des rénovations, je pense à la chapelle qu'on a vue tout à l'heure, c'est le rôle de la région aussi de participer à ça. C'est une initiative personnelle, je veux dire. Oui, alors moi, quand j'ai été élue, j'ai dit que j'allais augmenter le budget de la culture de 20%. Et c'est vrai que j'avais le Rassemblement national qui disait qu'il fallait le baisser de 20%. D'accord. C'est deux visions un peu différentes. Eux, ils pensent que la culture, ça sert à rien et que dépenser l'argent du contribuable à faire de la culture, ça sert à rien. Moi, je pense au contraire que dans une région comme l'Île-de-France, la région de Paris, la région capitale de la culture du monde, en réalité, faire de la culture, ça a deux avantages extrêmement précieux. D'abord, ça permet de nous faire rayonner encore davantage. Donc, qui dit culture dit tourisme, qui dit tourisme dit hôtellerie, restauration, dit événementiel, dit fête. Tout ça, c'est des centaines de milliers d'emplois, 400 000 emplois non délocalisables pour les jeunes, pour l'Île-de-France, plus la qualité de vie que ça génère, qui fait que tous les patrons de grands groupes veulent avoir leur siège social en Île-de-France. C'est pas un hasard si les patrons de Google, d'IBM, de Meta, d'OpenAI, etc. Microsoft ont leur siège européen à Paris. C'est parce que la vie à Paris est géniale. Voilà. Donc la culture, ça participe de cette qualité de vie, de cette attractivité de la région. Ça, c'est l'aspect économique. Mais la culture a aussi un aspect social très puissant. Nous, on est une région monde. On accueille le monde. On a toujours accueilli le monde. Et dans une région où il y a 120 nationalités, la culture, c'est un ciment. Et réussir avec toutes ces racines de l'Île-de-France qui puise à toutes les cultures du monde, à faire une culture française et francilienne, c'est-à-dire à se rassembler toutes et à se comprendre et à se connaître, je pense que c'est un ciment extrêmement précieux. Alors je me bats avec le RN, je leur ai demandé, ils m'ont dit oui, on doit faire de la culture, mais de la culture régionale. Alors moi, c'est quoi la culture régionale en Île-de-France? Je veux qu'on m'explique. Écoutez, quand je finance un film sur Samuel Paty ou un film sur De Gaulle, je fais de la culture régionale. Mais quand je finance aussi un film sur les femmes iraniennes ou une exposition pour faire comprendre les cultures du monde, je fais aussi un travail culturel. Et comment vous choisissez les projets que vous financez sur des sujets culturels? Alors sur les sujets culturels, on a des jurys. Des jurys qui sont en général composés à moitié de professionnels pour être sûr de la qualité de ce qu'on présente, parce qu'on veut évidemment financer des bons projets. Et puis l'autre moitié, c'est des élus, parce que eux, ils représentent finalement la société. D'accord. Et il suffit pas de faire des films d'art et d'essai hyper pointus ou des expositions hyper pointues. Il faut aussi aller à la rencontre de la société et faire des choses qui trouveront un assentiment populaire. Et puis c'est aussi, ça peut être un peu aussi des choix militants, par exemple aider les femmes créatrices. Moi, je veux qu'il y ait la moitié de femmes entrepreneurs en Île-de-France. Je veux que la moitié de mes films soient des premiers films, qu'ils soient fait aussi beaucoup par des femmes réalisatrices. Donc il y a aussi quelques petits choix un peu, j'allais dire personnels, qui sont les miens, qui sont de donner leur chance aux jeunes, aux nouveaux, aux femmes, à la diversité de l'Île-de-France. Valérie Pécresse, merci beaucoup pour cette interview. On arrive à notre lieu de destination. Moi, je vais vous suivre toute la journée sur ce déplacement. Et puis, on aura peut-être l'occasion de rééchanger dans la voiture. Il faudra que je sois avec vos équipes. On m'avait pas demandé quel était mon secret pour la pâte à douche. C'est vrai que je vous ai pas demandé. Mais dites-moi. C'est le lard et les raisins. Ok. Il y a des mélanges comme ça, faut connaître. Ouais. Faut être fin connaisseur. Ouais.